Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Yann. Hello Fabienne, comment il est ? La même, hyper contente avec le printemps qui revient à Paris. On peut faire de nouveau de belles sorties et recommencer à prévoir des petits voyages. Ah, c'est top. Ici, il fait encore chaud à La Réunion et mes billets sont déjà réservés pour cet été. Et aujourd'hui, on va justement parler d'un autre voyage et en plus, ce sera à la rame. Oui, un grand voyage parce qu'aujourd'hui, on accueille une aventurière et ça, c'est peu de le dire. Sophie Bernier, elle a accompli un exploit sportif qui m'a énormément inspirée. Avec son compagnon Fanch, ils ont traversé l'océan Indien à la rame dans un petit bateau de la côte ouest de l'Australie jusqu'à la Réunion. Si vous vous dites que c'est déjà incroyable, vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises. Dans cet épisode, on va apprendre énormément de choses, de la préparation d'un challenge sportif tel que celui-ci à la façon dont se passe une telle traversée. De la gestion du risque au déroulé des journées plus qu'atypiques lorsqu'on passe 86 jours en mer sur une petite embarcation. Les aventuriers et ceux qui ont le goût des défis, cet épisode est pour vous. Bonne écoute à toutes. Bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré. Nous avions très envie de te recevoir sur notre podcast pour que tu puisses partager ton expérience de voyage peu commune. Tu es une aventurière, ça c'est sûr. C'est comme ça que tu t'es définie hier quand on s'est brièvement parlé. Tu as notamment, entre autres, n'est-ce pas, traversé l'océan Indien à la rame l'année dernière avec ton compagnon. Et oui, j'ai bien dit à la rame, chers auditeurs, vous avez bien entendu. Alors, comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'on fait cela ? On va le découvrir ensemble aujourd'hui. Mais tout d'abord, Sophie, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es ? Tu es arrivée à La Réunion il y a une quinzaine d'années et tu as ouvert le premier simulateur de chute libre à La Réunion et tu as été championne de parachutisme, donc tu viens plutôt du ciel. Mais pourtant, il y a quelques années, c'est vers la mer et l'océan que tu t'es tournée. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours jusqu'au moment où vous avez commencé à préparer cette aventure de traversée ? Oui, tout à fait. Alors déjà, merci Bas de Carré de m'inviter dans votre émission. Moi, c'est Sophie Bernier. Je suis arrivée il y a 15 ans à La Réunion avec mon mari de l'époque. Et la vie a fait que nous nous sommes séparés ici. Et moi, je venais de Bretagne pour ne pas associer La Réunion à l'échec, on va dire, de mon mariage. J'ai décidé de rester un peu plus longtemps ici pour me retrouver, pour me reconstruire. Et c'est vrai que sur l'île Intense, je me suis profondément épanouie. J'y ai trouvé une deuxième maison. Il y a même un moment où je me suis rendu compte que quand je rentrais à La Réunion, je sentais me rentrer chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai posé définitivement mes valises ici. Et du coup, dans ma reconstruction, j'ai trouvé un travail. À la base, je suis infirmière, moi. Du coup, j'ai trouvé un emploi au bloc opératoire. Et ensuite, s'en est suivi, en effet, des envies d'aventure. Alors, la première, ça a été l'aventure en kite. J'ai fait la traversée Maurice-Réunion en kitesurf. Je voulais être la première femme à la tenter. Du coup, après ça, ça m'a donné un peu l'envie d'aventure et j'ai rencontré Fanch autour de son bateau à rame, juste après le kite. Il préparait, lui, la traversée Réunion-Madagascar avec un ami à lui. Moi, j'ai entendu parler de cette histoire. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Je me demandais avec quoi ils allaient pouvoir traverser, si c'était un kayak, si c'était une barque. J'étais curieuse de tout ça, donc j'ai pris contact avec lui. Ensuite, l'amour a fait le job. Et du coup, en rigolant sur cette rencontre et cette présentation de son bateau, il m'a dit, tiens, un jour, est-ce que ça te dirait de faire Australie-Réunion avec moi ? Et j'ai dit oui, allez chiche. Donc du coup, c'est de là qu'est né notre projet de traversée. Ça, c'était il y a 9 ans maintenant. Du coup, après, la vie a fait que
on se décide pas du jour au lendemain de se lancer dans la traversée, hein. Il y a de la préparation, et puis il y a les aléas de la vie personnelle et professionnelle qui a fait que on s'est lancé qu'il y a 2 ans dans la préparation de cette traversée. Donc, si je comprends bien, dans l'ordre, tu as d'abord fait la traversée en kitesurf entre Maurice et La Réunion, c'est bien ça? Oui, tout à fait, en 2014. D'accord. Et tu disais être la première femme à la tenter. Enfin, je fais une petite parenthèse avant de Oui. revenir sur la rame océanique, mais comment ça s'est passé? Puis il y avait donc aucune autre femme qui l'avait faite avant toi. Non, du tout. Il y avait deux personnes qui l'ont faite. C'est Bloody Marshall, qui lui l'avait déjà fait aussi également en planche à voile. Et c'est d'ailleurs lui qui a le record, hein, sur la traversée en kite. Et il y avait Sébastien Coupy, qui l'avait également faite. Et du coup, moi, c'est Sébastien Coupy qui m'a donné l'idée de ce projet, en tout cas qui m'en avait parlé. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, j'aimerais bien la faire, j'aimerais bien être la première fille à me lancer dans ce défi. Et du coup, j'ai monté une équipe. Moi, j'étais novice dans tout ce qui était aventure, donc j'ai monté une équipe. Pour te dire, à l'époque, j'avais même pas de matériel de kite à moi. Ah oui. J'étais jamais allée toute seule naviguer, donc je partais vraiment de rien. Par contre, ça faisait longtemps que j'étais, on va dire, débutante en kite, parce qu'avec mon compagnon de l'époque, j'en avais fait, mais je faisais 2-3 sorties par an. Moi, j'étais plutôt, comme tu l'as dit, parachutiste, hein. J'étais athlète de haut niveau, donc c'est quelque chose qui prenait tout mon temps. Et en dilettante, je faisais du kite. Mais là, vraiment, je me suis dit, tiens, ça me semblait accessible en termes d'organisation, même si ça a finalement été une très grosse organisation. Et du coup, voilà, je me suis lancée là-dedans pour un peu me retrouver, reprendre confiance en moi, et puis découvrir ce goût de l'aventure et de l'effort, et ce goût du dépassement, et de sortir de ses zones de confort. Et ça a été le cas, parce que ça a été une traversée très très dure, avec des conditions de vent beaucoup plus fortes que ce qu'on avait imaginé. Et du coup, ça a été la bataille du début à la fin. Et combien de temps ça prend cette traversée? Alors moi, je l'ai faite en 8h16. Alors on va dire qu'officiellement, bon, il n'y avait pas d'huissier, il n'y avait rien d'officiel, hein, mais il m'a manqué 3 kilomètres pour valider la traversée, parce que je suis arrivée de nuit. Au départ, le bateau a mis du temps à venir sur la plage pour que je puisse faire mon top départ. Et du coup, ça a décalé le temps de traversée. Et à la fin, mon équipe a décidé de me récupérer pour ne pas me perdre dans la nuit au large de Sainte-Rose. Ça n'aurait pas été une bonne chose. Et puis, on n'avait pas envie de faire des gros titres pour autre chose que cette traversée-là. Bien sûr. Donc officiellement, on va dire, en tout cas, on m'a dit il me manquait 3 kilomètres. Pour moi, dans ma tête, je l'ai faite, hein, cette traversée. En plus, Ah oui. ça a tellement été compliqué que pour rien au monde, je reviendrai en arrière pour avoir des meilleures conditions et faire ces 3 derniers kilomètres. J'ai tellement appris dans la difficulté de cette traversée que je préfère la mienne. C'est vraiment très impressionnant déjà. On parle quand même de 8 heures sur un kite où tu es seule, bien sûr, entre Oui. les deux îles sur la mer. Et c'est incroyable. Enfin, on est déjà sur un vrai challenge. Et aujourd'hui, le challenge dont on va principalement parler, il est encore plus important. Enfin, en termes de distance, en termes de temps, Oui. peut-être en termes de conditions également. Je vais te laisser en parler parce que je suis très intriguée par par tout ça. Donc là, tu étais en kitesurf, et ensuite, les autres traversées que tu as pu faire après, c'était de la rame océanique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la rame océanique? Alors, la rame océanique, donc moi, je l'ai découvert avec Fanch, hein, quand il a fait sa première traversée. C'est des traversées d'océan ou de mer, hein. Il y a aussi la mer Méditerranée qui a été faite à la rame, avec un bateau qu'on appelle transocéanique. Ça veut dire que c'est un bateau qui est fait pour. C'est pas du tout un kayak comme moi j'avais pu l'imaginer au début, ou une barque. C'est des bateaux transocéaniques qui sont faits pour la rame. C'est-à-dire que, alors, il y a soit un poste, 2 postes d'aviron, 3 ou 4 en fonction de l'embarcation. Nous, le nôtre, il comprend 2 postes d'aviron, donc on peut ramer simultanément à 2. Il fait 7 mètres de long, de la pointe avant à la pointe arrière, et à peine 2 mètres de large, au plus large. Donc on est assis sur des postes d'aviron comme des avirons normaux. Ça veut dire qu'on rame avec notre destination qui est derrière nous. On rame dos à notre route. Et à l'avant, il y a une petite cabine
pour mettre du matériel. Et à l'arrière, il y a une un peu plus grande cabine, mais toujours pas quelque chose d'énorme, hein. On va imaginer une tente Quechua, on ne peut pas se mettre debout dedans, où là, il y a toute l'installation électronique, où il y a le GPS, l'AIS, la radio, et c'est notre cabine de vie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on dort, on mange, on se met à l'abri là-dedans. Et voilà, c'est avec ce genre de bateau qu'on traverse donc des océans. Donc on est en totale autonomie parce que c'est des bateaux qui sont certifiés autonomes. Et donc on a à bord des panneaux solaires pour avoir de l'énergie pour notre électronique, un pilote automatique pour nous donner le cap, pour barrer, on va dire, et un désalinisateur, hein, ça c'est très important, pour transformer l'eau de mer en eau douce. Parce qu'il faut bien imaginer que comme nous sommes en totale autonomie, on n'a pas un bateau qui va pouvoir nous ravitailler. On n'a personne autour de nous pour nous faire la sécurité. Donc, on doit avoir à manger et à boire pendant toute la traversée. Donc, nous, là, on avait compté 100 jours. Il y a des traversées un peu plus courtes, hein, mais il y a aussi des traversées bien plus longues, des gens qui mettent beaucoup plus de temps, soit en fonction de la météo, soit en fonction de la distance à parcourir. Et du coup, voilà, on doit être autonome. On ne fait pas d'escale, en tout cas pas pour l'océan Indien, ni pour l'océan Atlantique. Pour l'océan Pacifique, ils peuvent faire des escales, je crois, à Hawaï, aux Marquises, la Polynésie. Du coup, voilà, on vit sur cette petite embarcation qui est insubmersible. Ça veut dire que même cassée, comme ce sont des pains de mousse, hein, la construction du bateau, ça coulera pas. Donc, ça veut dire qu'on peut rester accroché dessus. On va être à flotter sur l'océan. Et auto-redressable, ça veut dire que s'il se retourne, vu le poids, il se remettra toujours du bon côté. Et en tout cas, ça, c'est la particularité de notre bateau, de la construction de notre bateau. Et est-ce que c'est une discipline qui est très pratiquée à La Réunion, mais dans le monde aussi? Déjà, à La Réunion, non. On est les seuls. C'est aussi, je pense, la difficulté, c'est d'avoir un bateau, hein, donc c'est pas courant. Et à l'international, c'est une discipline assez pratiquée par les anglo-saxons. Il y a beaucoup d'anglo-saxons qui en font. C'est plus, on va dire que c'est plus dans leur culture. Nous, Français, on est plus tournés vers la voile, hein, bien évidemment. Tout le monde pense au Vendée Globe, la Route du Rhum. On est moins dans la rame océanique, même s'il y a une petite communauté quand même en France. À une époque, il y a eu une course qui a été organisée en Atlantique Sud qui s'appelait Rame Guyane. Et c'est notamment grâce à un monsieur qui a participé à Rame Guyane et que Fanch a rencontré au Salon nautique de Paris en 2010 ou 2011. Au milieu des stands de grands bateaux, de yachts, Fanch, il a été attiré par un petit gars qui avait son bateau un peu atypique. Et en l'espace de 20 minutes de discussion, ce monsieur-là, dont on ne connaît pas le nom malheureusement, il a réussi à transmettre le goût de, en tout cas l'envie de traverser à la rame. Et c'est pour ça qu'après, Fanch a cherché un bateau à acheter. Il s'est posé la question de se dire, de la Réunion, qu'est-ce que je peux bien faire comme traversée? Donc, il a d'abord pensé à Réunion-Madagascar. Et ensuite, il y a eu le projet Australie-Réunion. Et quand vous vous êtes rencontrés, toi, tu n'avais jamais fait avec Fanch, je veux dire, donc toi, tu n'avais jamais fait de rame océanique avant. Donc, comme tu disais, tu imaginais un peu un kayak quand il te parlait de traverser à la rame. C'est ce que j'imaginais aussi quand tu en as parlé pour la première fois. Et Fanch, quant à lui, il était déjà navigateur. Est-ce qu'il en avait déjà fait? Non, du tout. Quand il a acheté son bateau et que je l'ai rencontré il finissait sa préparation pour Réunion-Madagascar, il l'avait acheté 1 an avant. Et vraiment, il avait découvert ça en l'achetant. Il a fait un peu tout à la débrouille, en se renseignant un peu sur Internet. Mais il avait fait de la planche à voile et très très peu, un peu de voile, quoi, en louant un voilier 1 ou 2 fois dans sa jeunesse, quoi. Oui, donc il y avait vraiment c'était vraiment une première en fait quelque part pour vous. Enfin, pas une première puisque vous aviez déjà vous avez fait une traversée de préparation avant, mais la grande traversée. Donc on rappelle que vous êtes parti de la côte ouest de l'Australie pour arriver jusqu'à la Réunion dans ce bateau à rame, était une première. Oui.
Surtout une si longue traversée et puis avec autant d'incertitudes. Là, Réunion-Madagascar, alors ça reste une traversée, ça reste, mais c'est sûr, Franche l'a fait en 12 jours avec Olivier la première fois et à la deuxième fois, quand nous on est allé, on l'a refaite pour que moi j'ai une expérience de rame avant la grande traversée. On était 3, on était avec un ami. On l'a fait en 8 jours. Et du coup, partir 8 jours à notre époque avec les prévisions météo, on n'a pas grande surprise. Mmh. Et puis même Réunion, Madagascar, on s'imagine quand même que les secours pourraient venir nous chercher rapidement. Ouais, bien sûr. On se sent moins perdu au milieu de l'océan. Donc l'engagement n'est pas le même. Et c'est vrai que là, de partir d'Australie, d'ailleurs c'est notamment pour ça, hein, nos familles ont eu quand même assez peur. Ils étaient un peu Oui, j'imagine. stressés. Parce que c'était vraiment voilà, une très grande traversée. L'océan Indien, il est réputé pas très, très sympa. Hein. C'est l'océan le plus détesté des marins, avec ses mers croisées. Donc, du coup, c'est vrai que pour nous, c'était même si on l'avait fait il y a 7 ans, hein, cette petite traversée de Réunion-Mada, bah, on partait pour quelque chose d'un peu, on était un peu des novices, quoi. Bah alors, c'est hyper intéressant parce que donc, c'est effectivement comme tu le dis, assez dangereux quand même. Je comprends que vos familles aient pu être stressées, 100 jours, projetés de traversée, c'est quand même très long et c'est une première, mais alors quelles étaient vos motivations pour, entreprendre ce périple? Alors, nos motivations, c'était un projet qu'on s'était fixé et moi, en général, j'aime bien faire ce qu'on a dit, hein. Et puis c'est vrai que, on en avait parlé et là, il y a 2 ans, quand, j'ai dit à Fange: «Bon, bah, allez, soit on la fait cette traversée, soit on arrête d'en parler parce que sinon à nos 65 ans, 70 ans, on continuera toujours à dire: "Un jour, on fera Australie-Réunion"». Donc c'était vraiment l'envie d'aller au bout de notre projet, déjà. Et puis, on aime bien les sensations fortes. Alors, c'est pas de la sensation forte, la traversée à la rame, parce que c'est tellement lent que on peut pas dire que c'est de l'adrénaline. Mais je pense on a le goût de l'effort, on a le goût de se dépasser et on avait une envie d'aller vivre quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'avais envie d'une aventure longue. J'avais fait le kite, mais c'était sur une journée. La Réunion Madagascar, c'était sur une semaine. Là, moi, j'avais envie de comprendre et de vivre ce que c'était que de partir, de se mettre en dehors de la société, de notre monde de tous les jours, pour une durée assez longue. Donc, c'était 100 jours. Là, on l'a fait en un peu moins. Mais voilà, c'était cette envie de faire ça. Et puis, nous, on est un couple assez fusionnel. On fait énormément d'activités ensemble. Et on avait aussi envie de vivre ça en amoureux, quoi. C'était vraiment d'aller expérimenter le couple et on savait que ça allait décupler notre amour et notre solidarité, notre bienveillance l'un envers l'autre dans des moments hors du commun. Incroyable. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette traversée, donc de l'Australie jusqu'à La Réunion? Il y en a pas beaucoup. À une époque, il y avait une course qui s'appelait Perth-Maurice, qui partait en tout cas de Perth et qui arrivait jusqu'à Maurice, mais elle a été arrêtée, je ne sais plus en quelle année, mais je crois que en 127 tentatives, je crois qu'il y avait eu 40 réussites. Alors notamment beaucoup à travers cette course-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu d'embarcations et d'aventures qui se font hors course qui aboutissent. Mmh. C'est très dur hein, de monter sans une organisation de course, monter une expédition comme la nôtre, hein, surtout quand on n'est pas des aventuriers professionnels, avec une équipe derrière, avec un staff, avec un budget, avec des sponsors. Et c'est vrai que nous, on est en tant que Français, on est les deuxièmes à avoir fait Australie-Réunion. Avant ça, c'était Emmanuel Coindre qui, lui, en plus, l'a fait en 57 jours, cette traversée. Il est parti en saison cyclonique, donc il a quand même pris des risques plus importants que nous. Hein. Nous, on n'avait pas du tout envie on n'était pas chasseurs de défis au niveau du timing, du temps, et on n'avait pas du tout envie de mettre notre vie en danger à ce point-là. Donc, du coup, on a préféré partir dans des conditions hors saison cyclonique. Mais avant lui, il n'y a personne qui avait tenté Australie-Réunion, et du coup, on est la deuxième embarcation à y arriver. On peut dire pour la petite anecdote, moi, je suis la première femme à faire Australie-Réunion. On est le premier couple également. Hein. On a discuté avec quelqu'un dernièrement qui fait beaucoup de traversées transocéaniques qui nous a dit, oh là là, au niveau des couples, c'est pareil, il y a très peu de couples qui le font et il y a beaucoup de couples qui, après traverser, se séparent. Parce que forcément, ça s'est pas forcément bien passé. Cet océan-là, il n'est pas évident à faire et surtout en termes d'organisation pour nous.
Ça a été quand même assez difficile d'envoyer le bateau en Australie. Les Australiens sont très protectionnistes sur les importations. Donc, c'était aussi un véritable défi de réussir à envoyer le bateau en Australie. Pour la petite anecdote, notre transporteur maritime il nous a dit, le monsieur qui s'est occupé de nous, il nous a dit « Ça aurait été plus facile de me demander d'importer un lama du Pérou à La Réunion que de vous envoyer votre bateau en Australie. » Il y a tellement de critères, de démarches, tout ça, que ça a été assez compliqué. Ah oui, c'est fou. En amont, parce qu'une fois arrivés en Australie, ils ont été adorables. Vu qu'on était dans les clous, après, ça a été génial. Ils ont été ultra bienveillants. Justement, pour rentrer dans le vif du sujet, tu disais que l'organisation, c'est pas toujours facile, surtout quand on n'est pas aventurier professionnel. Comment est-ce que vous vous êtes préparé? Combien de temps ça a pris? Ça a pris à peu près 2 ans. La préparation, elle s'est accélérée, on va dire, la dernière année et les 6 derniers mois. 2 ans avant, moi, j'ai mis sur la table, est-ce qu'on l'a fait ou on l'a fait pas? Fanche, le goût du défi, il m'a dit, bon, allez, feu. Donc, on a commencé à y penser, mais légèrement, à l'annoncer, à essayer de trouver un petit peu du financement, des sponsors. Mais ça, on savait que quoi qu'il arrive, on allait la faire, cette traversée. Donc, on allait prendre sur nos économies, même si on n'avait pas de sponsor. Après, ensuite, on est allé un an avant, on est allé faire le marathon des sables pour aller se mettre en difficulté parce que nous, on n'est pas du tout trailer. On fait très peu de randonnée. Pas beaucoup. En tout cas, à l'époque, on courait pas beaucoup. Donc, on est allé se mettre dans le dur au marathon des sables et ça a été particulièrement compliqué et difficile, mais on l'a terminé. Donc, le marathon des sables, c'est une course dans le désert, hein, c'est ça? Oui, sur 7 jours, il y a 6 épreuves. On est en autonomie, hormis la tente berbère qu'on nous attribue et de l'eau. On porte tout sur notre dos et on fait 250 km dans le désert sur 6 jours. Cette année-là, il y a eu une vague de chaleur historique. On a marché par 55 degrés à l'ombre. Nous, comme on était dans les derniers, on courait pas, donc on passait beaucoup plus de temps dans la journée en plein soleil et à marcher. Et du coup, c'est vrai que ça a été très dur et que on s'est dit, ça va travailler notre mental. Ça a été le cas et on a travaillé aussi notre esprit d'équipe. On ne s'est pas lâché, on l'a fait ensemble. Et ensuite, au retour de ça, on a commencé à réouvrir le container dans lequel il y avait le bateau pour le remettre en ordre et lui apporter des modifications, remettre des panneaux solaires neufs, tout ça, refaire un petit check-up pour lui, des améliorations qu'on avait notées pendant nos 2 petites traversées à la rame là. Et ça, c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et sur les 6 derniers mois, on s'est préparé physiquement. Sans pour autant avoir une préparation d'athlète, parce que à côté de tout ça, on a des métiers, donc on continuait notre métier. Fanche est médecin généraliste, donc lui, il continuait d'aller travailler au cabinet. Moi, donc avec le simulateur de chute libre, je continuais à le gérer. Et donc, à côté de tout ça, faut trouver du temps pour s'entraîner, continuer à préparer le bateau, essayer de trouver des financements, gérer un peu les réseaux. À l'heure actuelle, tout fonctionne par les réseaux. Donc, du coup, c'est vrai que ça s'est accéléré les 6 derniers mois. On a fait une préparation physique qui était correcte. On ne voulait pas s'abîmer, mais on voulait arriver en forme pour éviter les blessures. Donc, Oui, voilà. bien Parce sûr. que vous imaginez qu'une traversée à la rame, on fait pas une séance de crossfit à chaque fois qu'on se met sur le siège pour ramer. C'est l'apologie de la lenteur, la rame. C'est un mouvement lent, c'est pas, on va dire, dur en lui-même. C'est la longueur sur la journée de ramer. On ramait 8 à 9 heures par jour chacun. Donc, c'est ça qui fait que c'est dur. Ce n'est pas une séance de cardio à chaque fois qu'on se met sur les rames. Oui, c'est plus une forme d'endurance, de très longue Voilà, endurance. Voilà, très longue endurance. Et puis après, il y a aussi, faut s'imaginer que c'est beaucoup le mental, c'est beaucoup la rusticité. Faut aimer, en tout cas, faut avoir envie d'accepter de vivre dans de l'inconfort total. Nous, la cabine, elle a pris l'eau au moins 10 fois dans le trajet. Oh, donc, Dieu. tu dors sur un matelas mouillé, tout est mouillé, après c'est plein de sel, on ne peut pas rincer. Donc, on a des irritations, tu dors très très mal, tu manges pas bien. Donc, c'est ça, c'est la rusticité sur la longueur qui fait aussi que faut accepter ça et puis il ne faut pas craquer à un moment en disant non, j'en ai marre, quoi. Oui, bien sûr. Donc, pour rappeler, vous aviez prévu 100 jours. Au final, ça vous a pris 86 jours. Oui, 5 heures et 30 minutes. Oh, waouh, ok. Comment est-ce que vous avez choisi l'itinéraire? Est-ce que c'est un itinéraire qui suit une route maritime ou est-ce que c'est vous qui le tracez avant de partir? En fait, il n'y a pas de route maritime qui fait, en tout cas, cette route-là, on a croisé très très peu
cargo et de bateaux pendants, un tout petit peu au départ d'Australie et bien sûr à la route maritime qu'on a croisée à l'arrivée qui fait l'Asie, l'Afrique du Sud. Mais il y a eu un moment, pendant 1 mois et demi, on n'a pas vu un seul bateau, ni avec nos yeux, ni sur notre radar. Donc c'est vraiment qu'à un moment, on était seul au monde. Mais en fait, on a essayé de faire au plus court. Donc après, au plus court, avec la météo qu'on a eue, qui nous a parfois emmenés trop au nord, trop au sud, qui nous a parfois fait reculer. En fait, c'était le port de départ qui était assez important. Et si on devait revenir en arrière, peut-être qu'on partirait pas si au nord que ça, de Perth, parce qu'on a beaucoup lutté pour pas aller trop au nord. On s'était imaginé, on avait regardé un peu ce qui avait été fait avant, les traversées. Et c'est vrai que la course Perth-Maurice, on se disait, disons, ils sont partis sacrément bas. Et on avait vu que les tracés les faisaient remonter à chaque fois. Donc, on s'était dit, nous, au lieu de remonter, on va partir d'un peu plus au nord. Et en fait, nous, on a lutté contre ce vent du sud qui nous poussait au nord. Et après, ce que nous a dit notre routeur, parce qu'on a fait un appel à un routeur, tous les jours, on avait quelqu'un qui regardait la météo pour nous et qui nous orientait vers nos points GPS qu'il nous donnait. Et lui nous a dit que maintenant, avec le dérèglement climatique, c'est compliqué les traversées à la rame parce que nous, on est beaucoup sujet au vent et au courant. Et que maintenant, les prévisions sont plus aussi sûres que ça. Et les pilotes Shark, c'est des statistiques faites sur 10 ans, nous annonçaient qu'il y avait statistiquement un vent d'est qui nous porte à l'ouest, des courants aussi d'est en ouest. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. En tout cas, ça s'est déréglé depuis quelques années. C'est vrai qu'on a fait au plus court avec ce qu'on a pu. Si je comprends bien, vous êtes très dépendant de la météo d'une part, Oui. et des courants, parce qu'en fait vous peut-être beaucoup plus que la voile, dépendant des courants, j'imagine. Ah oui, tout à fait, parce qu'on est comme on est lent, on est quand même assez emporté par le courant. Là, il y a eu des fois où on a eu du courant dans le bon sens, donc ça c'était chouette, ça nous aidait. Et après, le courant de face qu'on a eu à la fin, à l'arrivée de la Réunion, là où on a cru qu'on n'allait jamais y arriver, ça c'est pas évident. Par exemple, une traversée à la rame ne peut pas se fait dans le sens des vents et des courants parce que ça facilite, même si ça reste dur. Mais par contre, jamais une traversée à la rame ne peut se faire à contre-courant. L'embarcation n'arriverait jamais. Après, souvent, il y a des fois, on dit si vous ramiez pas, vous arriveriez quand même. Oui, bien sûr, parce que un objet flottant va dériver. En combien de temps? Mais voilà, en combien de temps? Voilà, c'est ça la question. Comment est-ce que se passe une journée type? Tu disais, vous ramiez 8 heures à 9 heures par jour, donc il y a un désalinisateur pour l'eau. Concrètement, comment on gère la nourriture? Enfin, quand on se réveille, que se passe-t-il jusqu'au soir? Alors, nous, on avait pris la décision de ramer en alternance. Pourquoi? Parce qu'on se disait que si on ramait à 2, ça voulait dire que quand on se repose, le bateau s'arrête aussi également. Et du coup, il dérive potentiellement dans le mauvais sens, ou en tout cas, il n'avance pas. Donc, on avait pris la décision de ramer en alternance. Donc, le matin, quand tu te réveilles, il y en a déjà un qui est à la poste de rame. Tu prends un mini petit-déj, tu te prépares pour aller remplacer l'autre. Quand tu rames, tu rames, tu essayes de suivre le point, en tout cas le cap qu'on t'a donné. Et l'autre personne, soit elle se repose, soit donc elle fait de l'eau. Il y avait un moment où il fallait nous gérer notre niveau d'eau, mais surtout le niveau des batteries, parce que le désalinisateur fonctionne avec les panneaux solaires. Et il y a eu des jours où, quand il y a des jours où il n'y a pas de soleil, les batteries sont un peu basses, on ne va pas utiliser le désalinisateur pour faire de l'eau parce que ça va manger toute la batterie. Et on a également besoin de batterie pour au moins pouvoir recharger le téléphone satellite, qui est important pour nous, pour qu'on puisse l'avoir en cas de problème, appeler les secours. Donc, c'est une gestion de à quelle heure on fait l'eau. On le faisait souvent entre midi et 2, en tout cas en plein ensoleillement. Ça, l'eau, ça prend bien le désalinisateur, ça s'écoule très doucement, l'eau qui passe dans le filtre. Et du coup, ça prend peut-être une heure ou 2. À côté de ça, on fait la popote, c'est-à-dire on utilise l'eau pour manger. On mangeait ça chacun de notre côté, c'est-à-dire quand on ne ramait pas. Et après, c'est vrai qu'on prend quand même beaucoup de temps quand celui qui rame pas prend beaucoup de temps pour se reposer. Parce que toute la journée, on alterne, donc il y a quand même beaucoup de fatigue et on dort très, 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 très mal la nuit. Donc, du coup, on essaye
Des fois, il nous restait 5 minutes sur tout ce qu'on avait fait. On avait mangé, on avait fait de l'eau, on avait un peu rangé la cabine. Réparé aussi, hein, on a eu de la casse, donc réparer les trucs et les machins. Et ben là, des fois, il nous restait 5 minutes. On dit, allez, je m'endors 5 minutes. Et ben on arrivait à s'endormir. C'était du micro-sommeil, mais pour pouvoir essayer de se reposer. Donc voilà. Et puis après, on alterne comme ça jusqu'à la fin de la journée. Après, si la mer le permet, une mer qui est un peu déchaînée, en journée, on va réussir à ramer parce qu'on va voir les vagues arriver. Du coup, on va pouvoir anticiper le placement de notre pagaie. Mais la nuit, cette même mer-là, elle va pas être ramable. Pourquoi ? Parce que ça va être dangereux, on va pas voir les vagues arriver, du coup ça va taper sur le bateau, ça va être plus fatigant et dangereux qu'autre chose. Donc du coup, en fonction de l'état de la mer, on se mettait soit à l'abri, et on dormait, en tout cas on était enfermés dans la cabine, parce que dormir c'est un bien grand mot, soit on ramait jusqu'à minuit, on dormait 2 heures en commun, ça veut dire que le bateau s'arrêtait 2 heures. Et après, celui qui avait fait 10 heures minuit, enfin qui avait fait à la rame 10 heures minuit, il se reposait jusqu'à 4 heures et inversement. Donc ça veut dire que la nuit, quand la mer était belle, on avait au moins 4 heures de sommeil, de repos, on va dire, et le bateau ne s'arrêtait que 2 heures. Qu'est-ce qui se passe quand le bateau s'arrête ? Il dérive du coup, puisqu'il n'y a aucune force qui est opérée par les rames. Tout à fait. Alors soit il dérive dans le bon sens parce qu'on a essayé de caler le safran et que par chance on a un courant qui est dans le bon sens. Il y avait même des fois où le courant n'était pas terrible, mais on arrivait à caler le safran, et avec le vent, la dérive du vent sur le bateau, il y avait des fois, c'était magique, ça partait dans à peu près le bon sens. Et ça, c'était un petit bonheur quand on se rendait compte que ça dérivait dans le bon sens. Après, on a aussi eu des déconvenues où on s'est rendu compte que ça dérivait pas dans le bon sens. Mais malheureusement, la mer tellement mauvaise que c'est trop dangereux d'aller dehors. On prenait notre mal en patience et on se disait on verra où on est demain, quoi. C'est ça, et du coup vous vous réveillez le lendemain matin, il y a cette personne avec qui vous communiquez qui vous donne votre destination du jour, si je comprends bien, et vous regardez du coup sur le poste de pilotage à quel endroit vous vous trouvez par rapport à ce point-là. Oui, on avait un GPS, donc on avait un écran qui nous donnait notre point sur la carte. On avait acheté une carte SD avec la carte maritime de l'océan Indien, et du coup on voyait notre avancée. Et c'était très chouette d'ailleurs parce qu'au début, on se voyait tout proche de l'Australie. Puis après, quand on dézoomait, donc on voyait c'était énorme le parcours qu'on avait à faire pour arriver à La Réunion. Et puis plus ça allait, plus ça se réduisait. Et des fois, c'était génial parce qu'on essayait de zoomer. On mettait le bateau sur le côté droit de l'écran et on voyait si on commençait à apercevoir un bout de La Réunion ou un bout de Rodrigue en se disant, ça y est, on commence à rentrer dans la deuxième partie de l'océan. Waouh, incroyable. Pour toute communication, vous aviez donc ce téléphone satellite. Est-ce que c'est le seul moyen de communication du coup ? Oui, on avait 2 téléphones satellites, un de secours, bien évidemment. On a essayé de partir avec des choses de secours et donc, comme on était limité en poids, on a dû faire des priorités et on était parti avec 2 téléphones satellites. Pour la petite histoire, quand on est arrivé en Australie, la veille du départ, on s'est rendu compte que un de nos téléphones satellites était cassé dans le transport, il a dû être cassé. Ah. Et là, c'était la panique parce qu'on partait le lendemain, on s'en est rendu compte, il était 21h. Notre bateau, le temps de l'Australie, il était stocké chez un monsieur qu'on a rencontré 3 jours avant, qui avait un chantier naval, Bruce. On lui a mis un message pour lui dire, Bruce, écoute, est-ce que tu connais quelqu'un qui vendrait un iridium ? C'est comme on appelle le téléphone satellite, c'est un iridium. Est-ce que tu aurais un iridium à vendre, ou tu connais quelqu'un qui aurait un iridium à vendre ? Et là, il nous a dit, écoutez, on voit ça demain matin, on va se débrouiller, on va trouver, il n'y a pas de problème. Du coup, on est arrivé le lendemain matin un peu en panique, déjà un peu en stress du départ, mais un peu en panique avec ce téléphone cassé, parce qu'on ne voulait pas partir avec un seul téléphone. Oui. Pour la simple et bonne raison que si on prenait l'eau, s'il se cassait aussi durant la traversée, on n'avait plus moyen de joindre personne. Et là, ce monsieur qui nous connaissait que depuis 4 jours, qui nous avait stocké gratuitement notre bateau, il est allé dans son propre bateau, il nous a pris son téléphone, il a enlevé sa carte Iridium, il nous a donné l'Iridium. Alors nous, on lui a dit, écoute, on te l'achète. Il nous a dit, non, prenez-le. Et on a trouvé ça tellement extraordinaire qu'un monsieur qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam 4 jours avant, qui devait trouver notre projet un peu farfelu, nous fasse ce don très généreux. Un téléphone satellite, ça coûte 1 200 €. Et il n'allait pas nous revoir, en fait. On traversait l'océan Indien
ou alors ils misaient pour nous revoir 2 jours après. Peut-être qu'ils pensaient qu'on allait pas le faire et qu'on allait lui rendre. Mais en tout cas, on a trouvé ça extraordinaire parce que ça mettait en péril. En fait, on aurait décalé notre créneau météo, donc notre départ. Potentiellement, peut-être que on allait retrouver un créneau très loin dans le temps. Mais en tout cas, on a trouvé ça très, très généreux. Donc, on est parti avec finalement 2 téléphones satellites. On avait également 2 désalinisateurs. On avait un GPS portable en plus du GPS sur notre tableau de bord. Il y avait certaines choses qu'on avait prévues en double, quoi. Par mesure de Pour précaution. pouvoir, voilà, par mesure de précaution, pour voilà, en cas de problème, avoir ça en rab. On aimerait, quand tu fais le choix de qu'est-ce que tu emmènes sur ton bateau, on aimerait tout prendre en double, en triple. Mais il y a un moment, comme on a un poids à respecter, par exemple, on n'a pas pris de bateau de sauvetage. On n'a pas de canot de sauvetage, on ne l'a pas pris. On en avait un, mais ça pesait très lourd. Et à un moment, on s'est dit, comme notre bateau, il est insubmersible, jamais on va le quitter pour aller se mettre dans un bateau gonflable qui, au bout de quelques jours, peut se percer. Donc, on s'est dit, non, on ne prend pas le canot de survie, mais par contre, on prend ça, ça, ça et ça. On avait une radio portable et une VHF sur notre tableau de bord aussi. Quel est le poids maximal que vous pouviez transporter ? Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était en plus du poids du bateau et des personnes à bord, on devait amener, c'était 400 ou 500 kilos. Et ça va très vite, la nourriture, on a emmené 150 jours de nourriture en mer. On a quand même amené un minimum d'outils pour pouvoir bricoler. On avait un safran de rechange. Donc, tout ça, mis bout à bout, je pense qu'on est parti avec un peu plus. Mais comme on a mangé et qu'on a maigri, on s'est dit que ça passait. Oui, et vous aviez mangé quoi ? On a mangé de la nourriture lyophilisée. Donc, c'est des sachets, c'est de la nourriture qui est desséchée. C'est des sachets en poudre et tu as juste à rajouter de l'eau. Eau chaude ou eau froide, ça marche. Eau froide, c'est moins bon. Et ça regonfle. Et normalement, ces sachets-là, c'est des apports en calories qui te permettent de tenir sur des efforts d'endurance. C'est souvent ce que prennent les courses à la voile, mais aussi les randonneurs quand ils partent longtemps. Nous, on avait mangé ça sur le marathon des sables. Donc, les gens en expédition, parce que c'est léger en poids, les gens en expédition emmènent pas mal ça. Et je voudrais revenir sur la gestion du risque, parce que comme tu le disais tout à l'heure, l'océan Indien n'est pas l'océan le plus sympa pour les marins. Et vous êtes sur votre embarcation, vous avez juste les rames. Il y a un moment où vous êtes très très loin des terres. Quel est le point où vous êtes le plus loin d'une terre ? Il y a en tout, il y a 3200 milles nautiques. Donc à la moitié. Alors après, au passage au nord, je ne sais pas à combien on était. Je ne sais pas à combien on était au niveau des terres de l'Inde, du Sri Lanka et tout ce qu'il y a au-dessus là. Mais on est très très loin, oui. Très, très loin. Et comment est-ce qu'on gère du coup imaginons, il y a besoin d'appeler les secours, tu l'as évoqué tout à l'heure quand on parlait du téléphone satellite. Est-ce que vous saviez combien de temps, hypothétiquement, ça pourrait mettre l'arrivée des secours ? Comment est-ce qu'on gère ce délai ? Quand on était au plus loin, on ne pouvait pas savoir combien de temps allaient mettre les secours parce que, en fait, il n'y a jamais personne qui viendrait, il n'y a pas un bateau affrété à un port qui viendrait nous chercher. C'est le CROSS qui gérait notre sécurité, c'est le centre de secours en mer. C'était un peu nos anges gardiens. D'ailleurs, on les remercie. On n'a pas eu affaire à eux cas d'urgence, mais on sait qu'ils auraient été là pour nous et ils nous surveillaient au radar. Mais eux, on les aurait prévenus. Ou quand notre balise aurait été déclenchée, ça les aurait prévenus. Et du coup, ils auraient détourné un cargo dans le coin. C'est la solidarité maritime, un bateau au plus près. Ils auraient cherché à se dire, tiens, qui est dans le coin ou qui est au plus près. Et ils auraient demandé à ce qu'ils se déroutent pour venir nous chercher. Bon, on l'avait en tête, mais en fait, on n'a pas... le gros danger de cette traversée, c'était les cargos, c'était de se faire percuter par un bateau. Et du coup, comme pendant 1 mois et demi, on n'a croisé personne, on n'avait pas trop peur de tout ça. Ou alors, c'était de casser quelque chose, donc c'est-à-dire le désalinisateur, casser toutes les rames, on ne peut plus ramer, ou casser les safrans, on n'a plus possibilité de se manœuvrer. Là, on aurait appelé les secours et on aurait attendu tranquillement dans notre bateau. On avait de la nourriture. On avait amené des réserves d'eau sous forme de bouteilles si jamais on cassait le désalinisateur et on avait imaginé qu'on se rationnerait.
Donc on pouvait tenir peut-être 4 jours ou 5 jours avec de l'eau. Oui, vous aviez envisagé des scénarios Voilà. de toute façon d'avarie ou pour pouvoir les anticiper, quoi. Après, le gros danger aussi également, en dehors de la collision avec un cargo, c'était que l'un de nous deux tombe à l'eau. Parce qu'il y a déjà eu des histoires, il y a des gens qui ont disparu, des embarcations qui ont disparu en mer. Bon, il y en a très peu. Mais moi, j'ai souvenir d'un témoignage d'une embarcation pendant une course de l'Atlantique Nord. Ils sont 6 à bord. Il y en a un qui tombe à l'eau, qui n'a pas de ligne de vie, malheureusement. Et comme ils ont pas un bateau à rame n'a pas de moteur, pas de voile, avec le courant et une mauvaise mer, ils l'ont perdu de vue, ils n'ont jamais réussi à le retrouver. Et ça, c'était un peu notre hantise. En tout cas, moi, c'est marrant parce que j'avais pas peur de tomber à l'eau, j'avais peur que Fange tombe à l'eau et que je n'arrive pas à aller le chercher. Ça aurait été pour moi quelque chose d'horrible. Donc du coup, nous, on avait imaginé, on avait prévu une ligne de vie et pendant les conditions de mer très fortes, on s'accrochait. Donc si jamais on tombait à l'eau, on était accroché au bateau avec une ligne de vie. Donc vous étiez toujours accroché pour éviter cette situation. Pas toujours, parce que quand la météo était très bonne et que la mer était calme, ou en tout cas nous paraissait pas du tout dangereuse, on s'accrochait pas. Mais par contre, dès que ça commençait à être... Et la nuit, même si la nuit, la mer était belle, on avait dit qu'on s'accrochait parce que, pareil, moi je voulais surtout pas me réveiller et me dire j'ai pas entendu. Il est tombé à l'eau, il a crié et je dormais et j'ai pas pu aller le chercher. Même en mer calme. C'était des petites consignes qu'on s'était données pour se sécuriser et en plus, on n'avait pas vraiment envie de prendre de risques, donc on était assez prudents, on faisait attention, on se tenait toujours au bateau. Souvent on dit une main pour le marin, une main pour le bateau. C'est fait, on n'est pas des têtes brûlées. Nous, on avait envie d'arriver. On avait envie de la faire, c'est de traverser et pas que ça ait une issue dramatique. Et vous avez quand même croisé des cargos à un moment sur votre route ? Oui, on a croisé des cargos. Alors, on en a croisé 2 le premier jour ou deuxième jour de traversée. On était pile sur sa ligne. C'est lui qui nous a contactés en nous disant que lui, peut-être il nous voyait pas, mais sur son radar, sur son AIS, comme on appelle, il nous voyait et il nous a appelé à la radio en disant vous êtes sur ma route. Il nous a même fait un klaxon, la corne de brume. Et en fait, on lui a expliqué qu'on était un petit bateau à rame de 7 mètres, qu'on n'allait pas très vite et on lui a demandé est-ce que vous pouvez vous dérouter plutôt que nous parce que ça va être long. Et du coup, il a compris. Et en général, les cargos, quand on prenait contact avec eux, quand on leur disait qu'on était un bateau à rame de 7 mètres et qu'on partait de l'Australie pour arriver à La Réunion, ils étaient déjà extrêmement surpris, très très sympas. Ils ont toujours dérouté leur cap. Wow. Donc c'est comme ça que ça se passe en fait. Chacun se voit sur le radar l'un de l'autre, c'est ça, et entre en communication. Tout à fait. Alors après nous, il y a beaucoup de fois où nous on est rentré en communication d'abord avec eux, surtout sur la fin parce que on a croisé des bateaux la nuit et souvent la nuit, eux, ils ont des alarmes, ils ont des bateaux assez sophistiqués, donc ils ont des alarmes, mais comme eux, ils vont tellement vite, nous, on avance à 2 nœuds, eux, ils vont des fois à 18 nœuds. Donc, autant te dire que quand eux, ils sont sur leur lancée, ils sont sur nous dans pas longtemps. Et en fait, notre radar, donc ça s'appelle un AIS, en fait, c'est quand notre fréquence, notre antenne VHF à nous, donc notre antenne radio rentre dans le champ de leur antenne radio à eux. Ça calcule notre position, mais ça calcule aussi notre cap. Donc, ça va nous dire si on est en trajectoire où on va se rentrer dedans. Et ça nous annonce à combien de mètres il va passer de nous et dans combien de temps. Et ça nous dit aussi le nom du bateau, la longueur, sa vitesse, sa largeur, enfin un peu tout. Et c'est vrai qu'on a eu affaire en pleine nuit à un bateau qui a avancé à 18 nœuds, qui allait nous passer à 9 mètres. En plus, ce bateau-là, c'était le plus gros. Il faisait 398 mètres de long. Et autant te dire que quand tu vois ça sur ton AIS, là, tu as envie de rentrer en communication rapidement avec lui. Parce que, en fait, lui, 18 nœuds, il est là dans pas longtemps, quoi. S'il nous percute, il ne saura jamais qu'il nous a percuté. Ça ne va pas faire boum sur la coque. Il ne va pas s'en rendre compte. Peut-être qu'un jour, ils verront du rose. Notre bateau était rose. Donc, peut-être qu'un jour, ils auraient vu du rose sur leur coque. Mais sinon, ils vont pas s'en rendre compte. Donc, on avait vraiment envie qu'ils nous voient avant que les alarmes, aient sonné de partout chez eux. Donc, du coup, c'est vrai que des fois, on insistait pour leur dire, est-ce que vous nous avez vus? Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous pouvez dérouter? Cette fois-là, on a eu une petite frayeur parce que le monsieur qui devait dormir a mis du temps à nous répondre. Ouais, j'imagine, oui. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous sont arrivées pendant la traversée que vous n'aviez pas anticipées? Alors, c'est marrant, mais à peu près toutes les casses qu'on a eues,
bah, c'est pas des casques où on avait imaginé que là, ça casserait. Là, on a nos câbles qui orientent le safran par rapport au pilote automatique, ont cassé alors que c'était des câbles en inox de 5 millimètres. On n'avait pas imaginé que ça pourrait casser. On a aussi le safran qui a fissuré. On a les antennes qui ont cassé, mais ça, c'est quand on s'est retourné, on a fait un chavirage, hein, on a fait 2 tonneaux. Oh, waouh. Ouais, heureusement, on était à l'intérieur à ce moment-là parce que la mer était mauvaise. Malheureusement, notre porte était entrouverte parce que quand on ferme la porte de la cabine, elle est étanche à l'eau, mais elle est aussi étanche à l'air. Donc, du coup, on ouvrait un peu de temps en temps parce que déjà, c'était un hammam dedans. Et puis, on avait besoin de respirer. Et donc, on avait un petit cran sur notre porte pour avoir un petit centimètre d'ouverture. Et quand on a chaviré, il y avait ce petit centimètre d'ouverture. Et du coup, on a pris l'eau dans la cabine. Mais heureusement, on n'était pas dehors. Moi, j'aurais pas aimé, je crois, chavirer dehors, me retrouver en dehors du bateau avec la ligne de vie qui est sur le côté. Potentiellement, je ne sais pas si elle aurait tenu. Voilà. Donc, on a fait 2 tours très rapidement et du coup, dans ces 2 tours-là, on n'a pas cassé grand-chose à part les antennes qui n'ont pas tenu le choc et qu'on a dû réparer parce que c'était hyper important puisque ces fameuses antennes nous permettent d'avoir le radar, donc nous permettent d'être vus et de voir les autres. Et donc, c'est vrai que c'est Fanche qui l'a réparé avec un morceau de cuivre, un bout de brosse à dents en bois et du scotch. Et jusqu'à ce qu'on croise quelqu'un, donc on essaye de rentrer en contact avec lui. Pendant très longtemps, on ne savait toujours pas si on avait encore de l'AIS et une radio qui fonctionne. Ah oui, ça a dû être quand même une frayeur. Oui, c'était un peu stressant. Alors le retournement lui-même, ça va tellement vite qu'on s'en rend pas trop compte. Et c'était assez rigolo parce que on a l'impression d'être dans une machine à laver et que tout, ça va vite, mais à la fois quand on le ressent, ça va très lentement. Moi, j'ai vu Fanche faire une galipette arrière avec les affaires qui flottaient à côté de lui. Moi, j'avais ouvert un paquet de noix de cajou pour grignoter. Bah, pareil, toutes les noix de cajou étaient en l'air, en suspension, un peu comme les gens en apesanteur. Et puis, quand on retombe sur nos fesses, on se rend compte de ce qui se passe. Et puis là, ça va très vite parce que on sent qu'il y a de l'eau dans la cabine. Il faut qu'on mette l'électronique à l'abri pour pas qu'on le perde. On se demande si ça va, si t'es pas blessé. Et puis voilà, après, on fait l'état des lieux. C'est plus après où on se rend compte de ce qui s'est passé et on se dit qu'on n'a pas envie que ça recommence. Et puis, quand on a eu réparé les antennes, moi, j'espérais qu'on ne rechavire pas parce que j'avais peur qu'une deuxième réparation ne marche pas. Oui, ça ne passe pas. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand tu dis on prend l'eau et vous avez pris plusieurs fois l'eau? Est-ce que c'est beaucoup d'eau et comment on fait est-ce qu'on écope l'eau? Oui, alors oui, on a plutôt épongé l'eau parce que c'est pas non plus notre cabine n'est pas très grande, mais là pendant le retournement, on devait bien avoir peut-être 2 cm d'eau dans la cabine quand même. Donc du coup, il a fallu éponger. Et puis après, tous nos vêtements ont pris l'eau, donc c'est eux qui ont épongé aussi. Hein. Et puis après, quand on prenait une vague, il y a eu des fois où pareil, un surpris parce qu'on ouvre la cabine pour aérer, pour avoir pas trop chaud. Une vague arrive et on prend un petit peu l'eau, ça mouille le matelas, le drap, les affaires. Donc c'est très inconfortable après, parce qu'après on referme la cabine, mais comme on est rempli d'eau et que nous on dégage de la chaleur, ça fait sauna encore plus. Oui. Ça perle sur les parois. Enfin bref, c'est un bonheur. Et quand ça sèche, le sel reste là parce qu'on peut pas rincer. On n'avait pas de l'eau douce à foison, donc on peut pas rincer. Bien sûr. Donc le sel, des fois le soir avec la frontale, on voyait tout briller à l'intérieur. Quel est le moment le plus difficile de la traversée? Si c'est de l'aventure, moi ça serait, je dirais, la préparation et l'envoi du bateau qui a été une source de stress énorme. Le plus difficile de la traversée, peut-être sur la fin, à l'arrivée où on avait un courant de face. Autant un courant de face, quand on est au milieu de la traversée, on sait que on fait avec, hein, ça fait partie du jeu. Là, quand on sait qu'on est à 2-3 jours de l'arrivée, le corps et l'esprit a plus envie de lutter et du coup aimerait vraiment bien que ce soit dans le bon sens ou en tout cas qu'on ait un courant neutre. Donc peut-être que ça a été le plus dur. Après, c'est des petites difficultés tout le temps. Tout le long, en fait, hein, c'est la nourriture qui est pas bonne et le lyophilisé, à la fin, on n'en peut plus. Enfin, très rapidement, on n'en peut plus. La météo notre routeur, malheureusement, il nous donnait la météo, mais des fois, c'est parce qu'on avait en direct. Et puis surtout, c'est cette météo qu'on a attendue avec les vents et les courants dans le bon sens et qu'on a très peu vu, en fait. On a très peu eu de conditions qu'on avait rêvé, qu'on nous avait un peu vendues. On les a très peu eues. Ça, c'était dur aussi de se dire, quand est-ce qu'on les alizés, quand est-ce qu'ils vont arriver? La houle, on avait beaucoup de houle du sud, donc on était beaucoup avec une houle de travers. C'est assez inconfortable à ramer. Mais après, c'est pas une plainte, hein, c'est un constat.
bah, ça fait partie du jeu. Et puis c'est ça l'aventure, c'est de l'incertitude, c'est de l'inconfort, c'est de l'engagement dans quelque chose, on ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est pour ça que c'est de l'aventure. Sinon, ça serait trop facile et sinon tout le monde le ferait ou alors personne ne le ferait tellement ça serait facile. Et ce ne serait pas une si grande aventure. Voilà, et on n'irait pas chercher tout ça en fait. Et la satisfaction de le terminer, dans l'effort, dans la douleur, dans tout ça, c'est des moments qu'on a aussi savourés parce que personne nous a forcé. Souvent, moi, c'est ça que je me dis, même pour le kite, c'était tellement dur, mais je me disais, bah, personne t'a forcé, ma grande. Hein. T'es là parce que tu as eu envie, donc maintenant, t'as pas trop à te plaindre. Et au bout de combien de temps, du coup, on arrive à la Réunion? On voit la Terre. Qu'est-ce qu'on voit là quand on arrive sur la fin de la traversée? Sur la fin de la traversée, alors là, j'ai plus le jour en tête. C'est peut-être l'avant-dernier jour ou l'avant-avant-dernier jour. Ça faisait quelques jours qu'on la cherchait hein, parce qu'on se demandait à quel moment on allait pouvoir la voir. Et moi, je me souviens que dans ma traversée en kite, je l'avais vue très tôt. J'avais pensé être arrivée et en fait, on la voit vraiment de loin. Je l'avais vue vraiment de loin, alors c'était un peu le deuxième effet qui se coule. Et là, du coup, on la cherchait. Puis alors, des fois, il y avait des nuages sur l'horizon, on ne voyait pas. Et un jour, je sors de la cabine, Fanch était en train de ramer, et je la cherche et il a vu à ma tête que je l'avais vue. Il m'a dit, c'est indescriptible. Il me dit, mais j'ai vu que ton regard a changé. Et c'est vrai que je l'ai aperçu. C'était formidable parce que nous, on a quitté l'Australie pour rentrer chez nous. En rigolant, on avait dit, on se retrouve de l'autre côté. Et c'est vrai que là, d'un coup, ça se matérialisait. On voyait la Réunion, on voyait l'île. On était trop heureux, quoi. Et après, bah ouais, plus ça va, plus elle se rapproche. Et puis après, ça dépend des moments dans la journée. Mais le soir, avec le coucher de soleil, bah, le soleil se couchant à l'ouest, elle se voyait bien dans le coucher de soleil. C'était extraordinaire, quoi. Combien de temps ça vous a pris entre le moment où toi, tu aperçois la Terre et le moment où vous touchez Terre? Eh ben, je crois que c'est 2-3 jours. Alors après, nous, les traversées à la rame, pour les arrivées, il y a plusieurs... on va dire catégories. Il y a des gens qui partent de la plage pour arriver jusqu'à une autre plage. Il y en a qui, souvent, hein, on se fait tracter, on choisit un point virtuel, une ligne d'arrivée virtuelle, et après on se fait tracter parce que il y a souvent des courants. Le danger, comme j'ai dit, à la rame, c'est la collision, donc soit avec un cargo, soit avec un récif ou avec la terre, quoi. Et c'est vrai que on arriverait sur la côte atlantique avec les longues plages de l'océan Atlantique, on pourrait se dire qu'on va beacher, qu'on va arriver sur la plage. Mais nous, la Réunion, il n'était pas question c'est quand même un relief assez dangereux et assez hostile. Donc nous, on s'était imaginé une ligne imaginaire, un point imaginaire d'arrivée. Au tout début, on l'avait imaginé au nord du Barachois, parce qu'on avait imaginé arriver vers le nord. Mais la météo a fait que ça nous a fait arriver vers le sud. Et du coup, jusqu'à la fin, on ne savait pas trop si on allait arriver jusqu'à Sainte-Rose, parce qu'il nous fallait forcément un bateau récupérateur. À la bord de la Réunion, il nous fallait quelqu'un à côté de nous, parce que si jamais on arrivait dans les rochers, ça ne pouvait pas se terminer en drame, quoi. On l'a vu avec le Tétrastar sur la côte est, il y a des courants qui ramènent à la côte. Et donc, nous, on est arrivé, on a dû voir la Réunion peut-être le vendredi, et on a passé notre point imaginaire, leur dernier point GPS que notre routeur nous avait donné, au large de la pointe de la table, au sud de la Réunion. Et du coup, on a appelé notre bateau récupérateur pour qu'il vienne nous chercher. Et on a été tracté jusqu'à la côte ouest, et notre port d'arrivée, c'était le port de la Pointe. Waouh, incroyable. Ils nous ont lâché un peu devant la pointe des galets pour qu'on finisse à la rame. Comment vous vous sentiez quand vous êtes arrivé? Soulagé. Alors, c'était marrant parce que on venait de passer 86 jours en amoureux, loin du monde. On avait vraiment, vraiment envie de voir tout le monde, et puis on avait envie qu'on ait un comité d'accueil. On savait que notre équipe avait organisé un joli comité d'accueil parce que le projet a été pas mal suivi à La Réunion. Il y a des écoles qui nous ont suivis. Nous, on avait parrainé notre projet avec le service d'oncologie pédiatrique de Saint-Denis. Ça avait créé une émulation autour de notre projet. En plus, pendant notre traversée, nous, on ne s'en est pas rendu compte, mais oui, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à nous suivre. Et du coup, on avait envie de tout ça. Et à côté de ça, on se rendait compte que c'était terminé, que voilà, c'était fini, on l'avait fait. Et cette petite vie à bord, tout ça, toute cette atmosphère, fallait qu'on savoure les derniers moments parce qu'on savait bien que c'était le projet de notre vie et qu'on n'allait pas le refaire, quoi. Donc, c'est assez ambivalent de
de se rendre compte, on a envie d'arriver et en même temps, parce qu'on nous dirait, on rajoute 2 jours ou 3 jours, qu'on dirait non, c'est fini. Mais à côté de ça, on a en tête qu'il va falloir qu'on fasse notre petit deuil de cette merde. Et alors, est-ce qu'il y a eu un contre-coup à ce voyage, une fois le pied mis à terre, mais puis les jours ou peut-être les semaines d'après, même les mois? On s'attendait à souffrir beaucoup du mal de terre. Souvent, quand on passe long en mer, on a un mal de terre c'est assez courant. Moi, pour Réunion-Madagascar, pour 8 jours de traversée, j'avais eu à peu près 8 jours de mal de terre. Et bien là, on a eu une seule journée, le jour où on a mis les pieds à terre. Et le lendemain, on n'avait plus rien. Et c'était marrant parce qu'on s'était même dit, mince alors, mais on l'a vraiment fait? C'était pas un rêve? Donc, c'est souvent ça qui nous a trotté dans la tête, se dire, est-ce qu'on l'a réellement fait? Et alors les gens, leurs témoignages, l'engouement qu'il y avait à l'arrivée nous a dit oui, on l'a fait. Mais on s'est rétabli assez vite. En tout cas, physiquement, on s'est rétabli assez vite. Moi, pour ma part, je ne sais pas Fanche, mais moi, pour ma part, parce que je l'ai exprimé, j'ai été très rapidement nostalgique de cette vie qu'on a eue tous les deux à bord et de cette petite routine et de cette distance de cette mise à l'écart du monde, dans les actualités. Et puis, moi, je trouve que c'est de pire en pire, mais où on s'est dit, oh là là, on était bien dans notre bulle. Même si c'était pas facile, même si c'était pas confortable, finalement, je sais pas ce qui est le mieux, en fait. Il y avait une forme de confort quand même. Voilà, c'est ça, ouais. De confort même, je dirais, intellectuel, par rapport à l'actualité, rapport aux soucis de la vie. Nous, il fallait qu'on avance, qu'on mange, qu'on dorme, et puis on avait juste à admirer. On fait beaucoup, beaucoup d'introspection à la rame. On va très, 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 très loin dans nos pensées, dans notre imaginaire. Et c'est ça qui est assez chouette. Et je pense qu'on aura du mal à le retrouver quelque part, même si on peut aller faire des retraites spirituelles. Moi, je trouve qu'on est parti très, très loin en introspection personnelle. Ça me fait penser à une question à laquelle je n'avais pas pensé avant, mais est-ce que vous vous parliez beaucoup tous les deux? Oui, on échangeait pas mal, on rigolait beaucoup aussi, mais c'est vrai qu'on était quand même plus, quand c'était notre tour de rame, on était plus solitaire quand même. Donc je pense que si on calcule, on a plus pensé que discuté. Alors est-ce que vous avez prévu de faire d'autres traversées? Non. Alors je dis non, ça va être le scoop, mais on a mis notre bateau en vente. Parce qu'on aimerait bien, on n'a pas envie il a passé 7 ans dans notre container, on n'a pas envie qu'il retourne dans notre container. Pour la petite histoire, ceux qui veulent aller voir des images, notre bateau, il a été décoré par un artiste réunionnais qui s'appelle Panda Crew. Et super. Il nous a fait des petits pandas. Et du coup, toute notre cabine de vie, elle est dessinée en panda. Et ils ont déjà attendu 7 ans dans un container pour qu'on reparte à la rame. On a pitié pour eux de se dire que ça serait dommage qu'ils soient de nouveau dans le noir pendant longtemps, ou peut-être le reste de leur vie. Donc, on a mis le bateau en vente pour se dire que peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir envie de traverser. Pour l'instant, on n'a pas de touche. Enfin, on a eu quelques demandes de renseignements, mais on n'a rien de sérieux. Et du coup, on a évoqué un peu l'idée de, si on gardait le bateau, de faire l'Atlantique Sud. Oh là là, un an après. Mais c'est pas... Enfin, comment dire ? En fait, la traversée de l'océan Indien, ce projet-là, il nous a pris beaucoup de temps. En termes de temps, même côté professionnel, on s'est arrêté 6 mois, donc c'est pas évident et on peut pas le faire tous les 2 ans. Il nous a pris beaucoup de temps personnel aussi. Ça, c'est du temps qu'on n'a pas passé avec des amis, qu'on n'a pas savouré différemment. Et puis, ça nous a pris quand même, on va parler financier, ça nous a pris quand même une très grosse enveloppe. Mais on a eu des sponsors, beaucoup de sponsors de cœur, mais on a financé notre traversée à 80%, 75%, sur une traversée qui a coûté aux alentours de 100 000 € quand même. Oui. Donc du coup, on ne pourra pas le faire tout le temps. L'idée, si on avait encore le bateau, moi, ça m'en ravirait de dire, tiens, on fait l'Atlantique Sud, parce que l'Atlantique Sud, c'est plus court, c'est normalement moins difficile, dans les faits, après... chaque traversée est différente, mais c'est quand même réputé moins difficile. C'est pour ça que c'est l'océan qui est le plus traversé à la rame. L'Atlantique Sud, je précise, parce que l'Atlantique Nord, c'est une autre histoire. Mais en fait, c'est ce qui va nous ralentir, c'est le côté budget, où là, du coup, il faudrait envoyer le bateau au Cap-Vert ou au Sénégal, et puis faire la traversée, et que faire du bateau là-bas, payer quelqu'un pour le stocker, parce que le ramener en métropole puis le ramener à La Réunion, ça serait hors de prix. Et je ne sais pas si on sera capable financièrement de le faire. Oui. Mais moi, dans l'idée,
j'adorerais pour aller retrouver notre petite vie d'amoureux naufragés. Mais peut-être que les pandas repartiront du coup avec vous ou avec quelqu'un d'autre Ouais, à l'avenir. j'aimerais. Ouais. Après, on s'imagine que la personne qui l'achèterait, sauf si elle est fan des pandas, mais comme c'est un grand espace où on peut mettre des sponsors, j'imagine qu'il serait recouvert. Il serait quand même dessous. Oui, tout à fait. C'était vraiment passionnant, j'en ai fait un véritable voyage évidemment avec toi et malheureusement tout doucement on arrive vers la fin de notre interview, même si on aurait envie d'écouter encore toutes vos aventures. Nos auditeurs le savent, nous avons 3 questions de clôture et la première question c'est qu'est-ce que tu dirais à la Sophie plus jeune? Alors, la Sophie plus jeune, je crois que je lui dirais tu t'imagines pas à quel point tu vas faire les bons choix, même si ils vont être durs à prendre. Je vais lui dire parce que elle manque de confiance en elle. Écoute-toi, fais-toi confiance, même s'il va y avoir des coups durs, il y a des choses hyper chouettes qui arrivent. Et voilà, ça sera pas un parcours de vie classique, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est un parcours de vie qui me convient. Toi qui es arrivé à La Réunion et qui en a fait ta maison, selon toi, quel Réunionnais ou Réunionnaise devrions-nous tous connaître? Alors, moi, je dirais, pour l'humour, je dirais Manu Payette. Hein. Je suis allée le voir plusieurs fois en spectacle et je le trouve très, 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 très drôle. Et je dirais qu'en chanson, la chanteuse, la Réunionnaise Sibou Manaï, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son goût. Elle met la langue réunionnaise bien en avant, avec de très jolis sons. Et j'ai aussi écouté Où ça nous ça va sur notre traversée, beaucoup. Et du coup, je conseillerais aussi. Magnifique, que des artistes qu'on admire beaucoup. On a d'ailleurs eu la chance de recevoir Sibou Manaï au tout début de notre podcast il y a quelques années. On partage tout à fait tes recommandations. Et pour finir, quelle expression créole tu voudrais partager avec nous aujourd'hui? Alors, en lien, ça va parler normalement en lien avec l'arabe. Je dirais Tia Chipou Grosbois. Tipa, on y arrive doucement, mais on est capable. Tout à fait en lien avec votre aventure. Donc 86 jours en mer, comme tu disais, c'est l'apologie d'une vie lente en fait et d'une introspection très contemplatif. C'est incroyable, extrêmement inspirant. Je pense que vous en inspirez plus d'un. En tout cas, merci. On espère, c'était le but. Oui. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver des informations ou des choses sur votre aventure? Nous, on a nos réseaux sociaux. Ça s'appelle l'Indien à l'arabe, donc soit sur Facebook, soit sur Instagram. Et après, donc il y a un film qui est en préparation, qui tournera dans les festivals d'aventure. Certainement, il sera prêt pour 2026. Et moi, je suis en train d'écrire un livre pour raconter tout ça. En fait, pendant la traversée, j'ai fait un journal de bord. Moi, j'aime bien écrire et du coup, j'ai fait un journal de bord. Visiblement, ça a beaucoup plu et du coup, je vais le mettre un peu sur papier, avec d'autres sujets que je veux aborder, que j'ai pas pu aborder profondément dans mes journaux parce que c'était en format pour les réseaux sociaux, donc je pouvais pas faire un pavé tous les jours. On a vraiment hâte de se replonger dans cette aventure avec toi, du coup. Ça me fait très plaisir. Et puis ouais, j'espère qu'on inspire. Moi, c'était encourager les jeunes et les moins jeunes à se lancer des défis. Alors, c'est pas forcément traverser un océan, hein, mais chaque petit défi est une victoire personnelle qui fait que ça nous porte, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Et puis, rendez-vous alors pour ton livre et pour votre film. Merci. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!